ma communication s'intitule « Image de la science en action dans quelques récits martiens ». Parce que le corpus est absolument gigantesque. Et donc, je serai entre 1865 et 1925 dans les quelques récits que je présenterai ce matin. Donc, cette planète Mars connaît une surexposition médiatique à partir du dernier quart du XIXe siècle, lorsque plusieurs astronomes, qui en dressent les premières cartes détaillées à l'instar de celles de la Lune, distinguent à sa surface un réseau de lignes. Structure naturelle ou artificielle? Illusion d'optique? Le débat s'installe durablement jusqu'au milieu du XXe siècle. La question de la pluralité des mondes, qui a déjà été évoquée hier, c'est-à-dire de la possibilité d'une vie extraterrestre, s'installe ainsi au cœur de la recherche scientifique, et plus seulement dans les domaines de la théologie, de la spéculation philosophique ou de la simple littérature. Autant que le résultat d'un accroissement des performances des instruments d'observation et de leur diversification, par l'application des méthodes nouvelles, celles de la spectrographie ou des procédés nouveaux eux aussi de la photographie, la légitimation d'une telle interrogation dans le champ de la science tient sans doute à l'irruption répétée de l'histoire dans les nouveaux paradigmes scientifiques qui se mettent en place dans la seconde moitié du XIXe siècle. Les sciences de la nature, les plus en pointe, intègrent de façon remarquable une dimension temporelle. Je vais en donner quatre exemples dans cette introduction. La théorie de la chaleur, ou thermodynamique, pronostique à terme une mort thermique de l'univers, dont on a entendu des échos aussi hier, c'est-à-dire une dilution de la totalité de son énergie selon un principe d'évolution irréversible. En astronomie, depuis les travaux de Laplace, qui remontent à la fin du XVIIIe siècle, travaux sur la nébuleuse primitive à l'origine de notre système solaire, les modèles cosmologiques de formation des planètes et des étoiles se multiplient, en attendant une révolution cosmologique majeure dans les années 1920, avec la théorie dite de l'atome primitif à l'origine de notre univers. L'histoire naturelle, jusque-là pour l'essentiel classification et description des espèces, entre elle aussi dans l'histoire au plein sens du terme, en répondant à la question de l'origine des espèces, avec la théorie de l'évolution initiée par Charles Darwin. Donc là aussi, on a eu de nombreux échos hier. Enfin, chimistes et biologistes se querellent sur la nature de la vie et sur son origine. La génération spontanée, illustrant cette question aujourd'hui encore largement irrésolue, du passage de l'inerte au vivant. La découverte des canaux à la surface de Mars, accréditant une vie extraterrestre, doit être mise en résonance avec cette historicité récurrente. La littérature d'anticipation scientifique participe de cette mise en histoire de la science. De ce point de vue, elle contribue à l'acculturation de la société à ces nouveaux paradigmes scientifiques. La fiction littéraire joue ainsi un rôle actif de médiation et d'appropriation des contenus, certainement, des discours scientifiques, mais aussi et surtout de métadiscours dont ces sciences sont porteuses, c'est-à-dire de conception sur la nature même du savoir scientifique. Ses méthodes, ses prétentions explicatives, ou encore son rôle social, ses finalités, ses valeurs. Dans le corpus de romans martiens que j'ai commencé à constituer, je souhaite donc explorer cette épistémologie, cette sociologie des sciences spontanées, romancées, donc qui introduisent des représentations à travers la mise en scène de scientifiques en action. Je ne présenterai aujourd'hui, évidemment, que quelques éléments de cette enquête centrée sur quelques œuvres seulement, et je m'attacherai essentiellement à la dimension cognitive, prêtée à ces savants de papier. Le texte qui inaugure mon corpus, donc c'est un texte dont on a longuement entendu parler déjà hier, donc c'est un texte Un habitant de Mars d'Henri de Parville, qui précède la découverte en tant que telle des canaux de Mars, qui est dans les années 1878-1879, l'apparition du terme de canaux, comme vous le savez, c'est une traduction, semble-t-il, défaillante d'un terme en italien, canali, qui aurait dû être traduit par chenal, pour être plus proche de l'observation. Donc cette découverte n'intervient que à la fin des années 1870, mais donc dès 1865, l'observation de calottes glaciaires à la surface de Mars a déjà ouvert la voie aux spéculations sur la présence d'eau liquide, sur la présence d'une atmosphère, procurant des conditions d'habitabilité semblables à celles existant sur Terre pour la planète Mars. Donc Henri de Parville, c'est un vulgarisateur, un des nombreux vulgarisateurs que compte la presse scientifique de l'époque. Son roman, publié chez Hetzel, une seconde publication, après une prépublication, comme on en a entendu parler hier, trahit, selon moi, une grande porosité, une grande familiarité entre milieu scientifique et milieu des journalistes au XIXe siècle.
Certains membres même de l'Académie des sciences, l'institution la plus en pointe, la plus prestigieuse de la science française à cette époque, se doublent en effet de chroniqueurs scientifiques. C'est ainsi que Léon Foucault officie dans le journal des débats pendant plusieurs années avec un feuilleton scientifique dans lequel il rend compte des séances hebdomadaires de l'Académie des sciences. Il sera suivi par Jacques Babinet, qui y tiendra une chronique astronomique et qui livre par ailleurs régulièrement de copieux articles à la Revue des Deux Mondes. Si je m'arrête sur ce second personnage en particulier, très célèbre en son temps, mais largement tombé dans l'oubli aujourd'hui, je pense, c'est que Parville le met en scène sur plusieurs pages, comme prototype de savant brouillon et génial, excentrique mais visionnaire. Le roman de Parville, qui est une succession de lettres attribuées à un narrateur journaliste scientifique de son état, se fait directement l'écho de cette communauté d'intérêt entre scientifiques et vulgarisateurs. Les principaux protagonistes sont des académiciens patentés, transposés, on nous l'a dit, comme il se doit, et en l'occurrence aux États-Unis, lieu de la découverte d'un aérolithe tombé de la planète Mars et renfermant rien moins que le corps momifié d'un habitant de Mars, accompagné pour son authentification d'une gravure représentant le système solaire. Je ne sais pas si Carl Sagan a jamais lu ce roman, mais peut-être que c'est précurseur de ce qui a été envoyé avec la sonde Voyager il y a quelques années. Mais les journalistes sont bien aux premières loges des débats scientifiques, qui semblent d'ailleurs avoir été organisés exprès pour eux, ou tout du moins pour donner un maximum d'écho médiatique aux célébrités savantes se succédant à la tribune, en vue de se glorifier quant à l'explication définitive et à la signification profonde de la découverte martienne. De ce point de vue, il y a profusion de candidats, et si au final seuls les propos de quelques orateurs font l'objet de comptes rendus exhaustifs, on est frappé donc par cette profusion de noms cités, pas moins d'une trentaine, profusion doublée et même triplée par les rattachements institutionnels et disciplinaires. C'est mon premier point. La succession des débatteurs est en fait celle des disciplines scientifiques. Tout se passe comme si une compétition se jouait entre les spécialités, davantage encore qu'entre les individus qui les représentent. L'enjeu pour chaque orateur semble être de prouver que sa discipline, la géologie, la chimie, l'astronomie, l'anthropologie, est à elle seule en capacité de donner le fin mot de l'histoire à partir des principes qui la constituent. Pour l'historien des sciences, ce réductionnisme est en fait une tendance générale des sciences qui s'observe même à l'intérieur de chaque discipline particulière. En physique, par exemple, la volonté de ramener à un même principe unificateur les lois, les propriétés de la matière, comme le concept d'énergie qui fait partie des grands schèmes organisateurs de la fin du XIXe siècle. De ce point de vue, les zélateurs de chaque discipline rivalisent d'audace dans les spéculations les plus grandioses quant à l'organisation des éléments qui constituent à leurs yeux l'essence fondamentale des choses. Parville popularise par exemple, à travers les propos des porte-paroles de la géologie, une vision dans laquelle microcosme et macrocosme se superposent selon une structure gigogne, intuition visionnaire qui n'est pas nouvelle en tant que telle, mais qui trouve un fondement scientifique dans la théorie atomique, encore très controversée quand même dans cette France de la fin du XIXe, dans un contexte strictement positiviste. Donc une première citation. Un corps quelconque, donc extrait d'une des diatribes du géologue, un corps quelconque représente très exactement et en miniature tout un système céleste comme celui que nous apercevons dans le ciel chaque soir, la Voie lactée. Les astronomes qui veulent bien m'écouter savent mieux que moi que la Terre est une molécule parmi tous ces innombrables astres dont l'ensemble frappe nos yeux comme une longue traînée blanche. Et conclusion naturelle, je ne suis pas fâché d'avoir montré que les géologues, ou plutôt les minéralogistes, sont des astronomes, de véritables astronomes. Ils s'occupent d'astronomie moléculaire. L'astronomie est, sans qu'il y paraisse, dépendante de la minéralogie. Et le jour où nous aurons trouvé les lois qui régissent les groupements moléculaires, les lois qui gouvernent les mouvements de ces infiniment petits, les astronomes n'auront plus qu'à nous suivre. Ainsi, le spécialiste de l'infiniment petit peut se persuader que l'infiniment grand n'est qu'un produit dérivé de son propre objet d'étude. Dans ce jeu sur les échelles de grandeur, Parville a bien sûr d'illustres prédécesseurs, du Ciron de Pascal au micromégase de Voltaire, qui fait d'ailleurs l'objet d'une citation explicite dans le texte, en passant par les habitants des autres planètes déjà évoqués par Fontenelle. Pour l'astronome maintenant, qui s'exprime à la tribune, tout est mouvement et matière, et c'est un paradigme énergétiste qui s'impose pour dérouler le scénario cosmologique de la formation des astres, soleils et planètes, mais aussi de leur fin, de leur terminaison, avant le début d'un nouveau cycle. C'est ainsi que les conditions de température qui règnent à la surface des mondes président à l'apparition et au développement de la vie. Une comparaison des caractéristiques physiques des différentes planètes du système solaire est ainsi l'occasion d'affirmer la sujétion, cette fois-ci, de la théorie de l'évolution aux données astronomiques.
Le physiologiste, maintenant, quant à lui, défend une thèse vitaliste qu'il concilie de façon assez paradoxale avec la théorie de la génération spontanée d'une part, ça c'est assez naturel, pour reconstituer l'apparition, la disparition des espèces végétales et animales, mais plus paradoxal donc aussi avec la théorie de l'évolution. Citation, « Je crois pouvoir vous faire assister à la genèse des êtres, comme M. Greenwhite, l'astronome, auparavant, a déroulé devant vous la genèse des mondes. » Chaque espèce, en perdant de la vie, commence fatalement la génération d'une nouvelle espèce. C'est là une simple question de transmission de force. Donc une représentation vitaliste qui est donc à laquelle doit se réduire tout ce schéma d'explication pour le physiologiste. Mais au final, cet éclatement des discours disciplinaires, cette revendication de détention d'une vérité singulière, sont en réalité dépassés par au moins deux traits communs. Tout d'abord, la certitude de produire un seul et même discours de vérité au nom de la science la plus positive. S'il peut y avoir des controverses au sein d'une même discipline, comme l'illustre un très très long développement sur la querelle de la génération spontanée, qui occupe pas moins de 60 pages dans le récit de Parville, eh bien dans ce récit, il y a en même temps un consensus total sur l'origine de l'aérolite et de son passager, l'enjeu pour chaque protagoniste étant donc de démontrer que, sur le seul plan des idées théoriques, la spécialité à laquelle il appartient détient cette preuve absolue et définitive de la nature martienne de la découverte. De ce point de vue, à la toute fin du récit, l'expérience sur les traces de micro-organismes contenus dans l'aérolite ne sert qu'à conforter le bien fondé d'une conclusion d'ores et déjà considérée comme établie et d'une portée si générale qu'elle constitue en soi une révélation qui dépasse de loin le caractère purement contingent de l'événement de cette découverte. Donc cette autre découverte, c'est celle-ci. La vie dans les planètes a bien les mêmes causes partout, et partout, les évolutions de la matière restent les mêmes. Le second point de convergence que j'identifie tient précisément au contenu de cette conclusion. Les argumentaires développés par nos savants académiciens recourent systématiquement à un principe d'analogie qui permet à chaque discipline d'englober l'ensemble des objets d'étude des autres disciplines et donc de les réduire à une seule explication. Ce thème de l'analogie, que l'épistémologie naissante de l'époque tente par ailleurs d'évacuer pour s'en tenir au seul processus logique pour analyser et caractériser la pensée scientifique, ce thème de l'analogie, donc, occupe en fait une place centrale pour l'ensemble du corpus martien que j'ai pu commencer à explorer. Et il est directement lié au thème de la vie extraterrestre, bientôt donc réactualisé par cette découverte de Schiaparelli et qui sera donc accrédité par les travaux aux États-Unis de Percival Lowell en particulier. Dans les quelques récits ici explorés, la spéculation sur ou la rencontre avec des formes de vie extraterrestres s'inscrivent dans une tension entre étrangeté et proximité que je vais maintenant explorer. Concernant ces formes de vie extraterrestres, donc, les récits oscillent en effet entre une vision en tant que communauté d'évolution d'une part ou incommensurabilité d'intelligence d'autre part. Dans un court récit intitulé « L'homme de Mars », publié par Guy de Maupassant à la fin des années 1880, le témoin de la chute d'un vaisseau venu de Mars, un monstrueux ballon de cristal plein d'êtres affolés, commence ainsi par rappeler à son interlocuteur l'insignifiance de l'homme face à l'univers infini et son incapacité foncière à le comprendre. Je passerai directement à la seconde citation. « S'il nous était révélé tout à coup le secret de la grande vie ultraterrestre, quel étonnement! Mais non, je suis une bête à mon tour, nous ne le comprendrions pas, car notre esprit n'est fait que pour comprendre les choses de cette terre, il ne peut s'étendre plus loin, il est limité comme notre vie, enchaîné sur cette petite boule qui nous porte, et il juge tout par comparaison. La vie ultraterrestre n'est alors envisageable qu'en comparaison, qu'en analogie avec la vie terrestre. Notre témoin n'est finalement qu'un homme. Lorsqu'il développe le raisonnement accréditant l'origine martienne de sa vision, Maupassant s'y montre très informé des données astronomiques les plus récentes sur la planète rouge, et tout particulièrement des fameux canaux. Son témoin n'en resserre pas moins des extrapolations qui sont très convenues à cette époque sur l'évolution des mondes et des espèces. Vous savez sans doute que les mondes de notre système, de notre petite famille, ont été formés par la condensation en globes d'anneaux gazeux primitifs, détachés l'un après l'autre de la nébuleuse solaire. Il résulte de cela que les planètes les plus éloignées sont les plus vieilles, c'est là où on rentre donc dans cette spéculation largement partagée à l'époque, et doivent être par conséquent les plus civilisées. De façon générale, c'est donc une proche humanité qui a la préférence de nos auteurs,
La théorie de l'évolution, cadre de référence de la science humaine, supposée participer d'une raison transcendante universelle, s'impose donc à cet envisagement d'une altérité toute relative, même si l'évolution peut bien en effet prendre des formes exotiques destinées à s'adapter à l'environnement local. Par exemple, dans le cadre de la nouvelle de Maupassant, toujours, Mars ayant une pesanteur beaucoup plus faible que celle de la Terre, le témoin nous dit: il en résulte indubitablement sur cette planète un état de légèreté qui y rend la vie toute différente, règle d'une façon inconnue pour nous les actions mécaniques et doit y faire prédominer les espèces ailées. Oui, monsieur, l'être roi sur Mars a des ailes. Un autre texte, publié une dizaine d'années plus tard par Rosny Aîné dans le Figaro illustré, joue lui aussi très habilement et très malicieusement sur ce double registre de la familiarité et de l'altérité. Écrit à la manière d'un article de vulgarisation scientifique, la communication interplanétaire annonce une découverte qui, je cite, rattache l'humanité à l'intelligence universelle. L'observation de signes à la surface de Mars, des signaux puisés à la plus simple, la plus rigoureuse des sciences, entendez les mathématiques, donc un langage universel, et plus précisément encore 4 figures caractéristiques dans le même ordre où nos géomètres les eussent tracées. Les expressions utilisées pour célébrer la découverte baignent dans une sorte de syncrétisme politico-religieux que ne renieraient pas des positivistes fervents et croyants dans les possibilités infinies de la science. Je cite à nouveau des expressions très éloquentes: fraternité de l'abîme, Bible de l'infini, révélation cosmique, la grande nouvelle qui fait l'homme le citoyen du ciel, ère de foi nouvelle, l'homme se connaît un frère dans l'espace. Cette proximité universelle, cette certitude des analogies entre les êtres séparés par l'immensité, est à peine tempérée par une différence de constitution des organes perceptifs des deux espèces. Une telle observation de ces signaux à la surface de Mars n'a en fait été rendue possible que par la détection d'un nouveau rayonnement invisible, auquel l'œil humain est insensible donc, mais que les Martiens doivent quant à eux percevoir. Et c'est parce qu'une nouvelle substance, récemment découverte par, nous dit Rosny, un grand savant lillois, un nouveau corps simple, qui prend donc naturellement le nom de l'hélium. Donc là, on a presque une anticipation, puisque quelques années plus tard, lorsque un physicien français à Nancy découvrira un nouveau rayonnement, eh bien, il dénommera ces rayons les rayons N, c'est quelques années plus tard. Donc, cette nouvelle substance réagit à ces radiations situées au-delà de l'ultraviolet que les astronomes ont été en capacité d'inventer des instruments aptes à en explorer les manifestations. On trouve bien sûr de nombreux échos dans l'actualité scientifique à cette découverte fictionnelle, à commencer par la toute récente découverte de la radioactivité, dont on a parlé hier, et aussi celle du radium par Pierre et Marie Curie. J'arrive maintenant à l'autre extrémité de mon corpus, avec un autre récit de Rosny, Les navigateurs de l'infini, publié en 1925, dans lequel Rosny met en scène une mission d'exploration constituée de 3 voyageurs, qui va vers Mars. Et donc dans cet équipage, on a un représentant des sciences abstraites, un représentant des sciences empiriques, et enfin le narrateur, qui n'est pas situé, lui, du point de vue de ses compétences scientifiques. Avant même d'arriver à destination, un échange entre les 3 membres de l'équipage pose la question de l'incommensurabilité entre les vies conscientes qui ont dû se développer sur la Lune et sur Mars. Parce qu'il y a aussi une spéculation sur une vie possible à la surface de la Lune. Et si cette Lune semble aujourd'hui inhabitée, c'est pour ça qu'on va vers Mars, une bonne raison, on envisage qu'une bonne raison pourrait précisément tenir à notre cécité, à la cécité de l'espèce humaine, cécité tant perceptive que cognitive. Un des personnages dit: on a mal cherché, peut-être. Ou peut-être, la vie est-elle incomparable à la nôtre. Et l'autre personnage de réagir: elle ne devrait pas être incomparable. La seule alternative possible semble être le retour à l'analogie. L'évolution sur la Lune fut plus rapide, mais analogue. L'évolution de Mars doit mieux ressembler à la nôtre. Le premier contact avec Mars donne d'abord raison à ce relativisme perceptif et cognitif. Longtemps, les explorateurs cherchent en vain de l'eau et des traces de vie. Lorsqu'enfin ils rencontrent des structures singulières, en forme de lanières, des corps en mouvement, de 12 sortes différentes, indifférents à l'absence d'eau,
ils sont incapables, ces explorateurs, de rapporter cette découverte aux règnes qui leur sont familiers, les règnes minéral, végétal et animal. Une citation qui évoque cela. « Je ne vois rien », nous dit l'observateur, qui évoque l'idée de sens, rien qui ressemble lointainement des yeux, des oreilles, des narines. Cette étrangeté physiologique qui s'attache aux organes de la perception laisse présager une différence d'intelligence tout aussi radicale. La philosophie de la connaissance développée par Emmanuel Kant au XVIIIe siècle, et qui connaît d'ailleurs un renouveau à la fin du XIXe et au début du XXe siècle, a donné sa propre version de ce relativisme de la connaissance. Les perceptions sensibles de l'être humain sont directement liées à ces catégories, produisent ces catégories de l'entendement, sont directement liées à ces catégories, sous la dépendance des catégories de l'entendement. La découverte fortuite dans le ciel nocturne sur Mars, par notre mission d'exploration, d'une autre forme de vie, un réseau de phosphorescence et de formations lumineuses, bientôt dénommées vies impondérables ou encore êtres hétéros, entérine l'altérité radicale d'une intelligence extraterrestre. Voici les questions qui agitent nos voyageurs. Est-ce que cela vit? Vie éthérique, vie nébulaire? Si ce ne sont pas des organismes, ce ne sont pas non plus des existences analogues à nos météores, et moins encore aux minéraux, solides ou liquides. Les habitants de Mars avec lesquels nous espérions échanger des vérités premières font partie de plans qui, vraisemblablement, ne permettent aucune communication intellectuelle. Pourquoi n'y aurait-il pas entre elles et nous des analogies, au moins abstraites? Par désespoir, l'un des personnages finit par conclure, nous ne les comprendrons jamais. Fort heureusement, les navigateurs de l'infini finissent par rencontrer d'autres règnes plus familiers, les zoomorphes, et même une espèce proche de l'homme, les tripèdes, tant par la station debout, proche de l'homme, tant par la station debout, que par l'usage d'armes et le développement d'une civilisation industrielle. Dressées sur trois pattes, le torse vertical, les créatures avaient positivement quelque chose d'humain. Quant à leur taille, elle était sensiblement égale à la taille des Espagnols ou des Italiens du Sud. Des êtres qui savent projeter des énergies à distance sont assez intelligents pour nous prendre au piège, dit un des personnages. Ce sont bien sur cette planète les équivalents de l'homme, des homologues de notre humanité. L'expédition et le lecteur se retrouvent alors en terrain connu, dans le sillage des Colomb, Magellan, Cook, qui sont des noms cités dans le texte de Rosny, donc explorateurs confrontés à des peuplades exotiques, mais avec lesquels on peut apprendre à parler. À peine un regret effleure-t-il leur curiosité première, ou rappelle leur curiosité première à ces voyageurs et explorateurs, puisque l'un d'entre eux lance cet anathème, en quelque sorte. « Anthropocentriste !» s'écria Antoine. « Les hétéros, voire les zoomorphes, devraient vous paraître bien plus passionnants. Ceux-ci ne sont qu'une manière d'équivalent terrien. » « C'est vrai, lui répond-on, mais vous, au fond, qu'est-ce qui vous intéresse le plus ? Parbleu, j'ai la même faiblesse que vous. » Chez Parville, déjà, on va revenir au texte d'Henri de Parville, l'histoire de l'espèce humaine était considérée comme l'étalon universel de tous les processus d'évolution, même si elle n'en marquait pas le terme. Donc, à propos d'une spéculation sur la vie sur Mercure, avant même celle sur Mars, Mercure est assez avancée, la plus ancienne des planètes, pour que l'on puisse dire que l'espèce homologue de l'homme a dû déjà exister sur cette planète. Elle doit être maintenant habitée par les homologues de l'espèce humaine destinée à nous remplacer sur Terre. On peut même aller un peu plus loin dans l'analogie ou l'homologie. On pourrait même, affirme un des orateurs, on pourrait même, d'après la forme des vases qui ont été retrouvés auprès de la momie martienne, en conclure jusqu'à un certain point que l'esprit humain passe aussi et partout par les mêmes phases et suit les mêmes transformations. Comble d'anthropocentrisme, sans aucun doute, dont Parville et ses lecteurs ne sont sans doute pas totalement dupes, puisque un artefact placé aux côtés de la momie, que j'ai déjà évoqué, cet artefact trahit paradoxalement le caractère universel de l'ethnocentrisme, je ne sais pas comment le dire autrement. Cette gravure qui accompagne la momie martienne, qui représente le système solaire, eh bien, cette gravure place Mars au centre de l'univers. L'astronome de Mars, puisque c'est un astronome dont il s'agit sans doute, aura rapporté le centre du système du monde à la planète qu'il habitait, absolument comme à l'origine des astronomes terrestres le rapportaient à la Terre.
Il n'en reste pas moins, donc, que l'évolution des sciences sur Mars, pour les Martiens, a bien suivi le même processus historique que sur Terre pour l'espèce humaine. Donc, en conclusion, quelques remarques. Dans cette présentation, comme vous vous êtes rendu compte, je me suis restreint à ne présenter que quelques éléments de représentation de la science aux prises avec l'histoire, qui m'a semblé un trait important, dans le contexte de ces récits martiens. Mais ces récits sont bien sûr porteurs de bien d'autres traits de l'activité scientifique qui mériteraient d'être explorés systématiquement, à commencer par une dimension sociale et politique. On ne peut pas manquer dans un tel corpus qui rejoue les voyages d'exploration et de découverte le caractère conquérant associé à l'idée même de recherche scientifique. Si des débats opposent nos héros sur la vie dans l'univers, ils partagent la même vision quant aux nécessités de leur mission qui semble placer sur le même plan une décomposition, une analyse des substances à des fins d'identification, de compréhension de la nature, et, on le voit très souvent, la défense armée de leur existence face à toute menace extérieure. Là, je prends encore une citation du texte de Rosny qui me semble bien jouer de cette ambiguïté. On trouve cette phrase: « Le laboratoire prévoit toutes les analyses physiques, chimiques, biologiques. » Et, second membre de la phrase, « Nous sommes puissamment pourvus d'appareils destructeurs. » Sans doute pour mener ces analyses chimiques, mais également pour se défendre. Il me semble que science et colonisation font bien sûr bon ménage, et n'oublions pas que si nos explorateurs sont les dignes représentants de l'espèce humaine, sommet de l'évolution terrestre, c'est qu'ils maîtrisent des savoirs scientifiques, techniques et industriels qui sont, quant à eux, le sommet de la civilisation européenne. Et une dernière citation de Rosny pour illustrer cela également, qui est une navigateur de l'infini. En somme, on fait cette comparaison entre espèce humaine et puis ces tripèdes, en somme, les tripèdes décelaient les vestiges d'une civilisation jadis comparable à la civilisation terrestre, laquelle, au XIXe siècle. Nous conjecturâmes que, après l'abandon successif de maintes industries, leur science avait décru de cycle en cycle. En conclusion, reconstituer la circulation des énoncés scientifiques tels qu'ils sont repris, modifiés, déformés, réappropriés, réinterprétés par nos romanciers, ce n'est pas pour autant essayer de les juger à l'aune de leur exactitude, me semble-t-il, qui est le plus intéressant. Loin d'entretenir un rapport de soumission au savoir de leur temps, les auteurs d'anticipation scientifique participent à ce fait culturel total qui relève d'une circulation horizontale entre sphère scientifique et sphère littéraire, un fait culturel qui façonne durablement l'imaginaire des sciences, mais aussi celui de la nature humaine et de l'ordre social. Je vous remercie.